l'association Falsafa a le plaisir ce soir d'accueillir Slimane Reski. Slimane est diplômé en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études et il est le traducteur de nombreux textes soufis qu'on peut trouver sur un site internet très intéressant. Si ça intéresse certains, je vous l'indiquerai. Et il a participé, il y a peu de temps, au mois de septembre, à 2 journées organisées par l'UNESCO avec des personnalités religieuses, médiatiques, politiques. Et le thème de ces journées de l'UNESCO, c'était l'islam spirituel et les défis contemporains. Et c'est justement cette thématique qui va orienter sa conférence ce soir sur l'émir Abdelkader. L'émir, justement, a fait face à un défi contemporain de taille, puisqu'il a à peu près 22 ans, si mes souvenirs sont bons, en 1830, quand l'Algérie est disons, attaquée, agressée par l'armée française. Et l'émir prend la tête de la résistance. Il sera donc un chef de guerre pendant à peu près 17 ans. Mais l'émir Abdelkader, c'était aussi, et peut-être surtout, un grand maître spirituel. Et inspiré par ce qu'on appelle dans la tradition soufie le maître des maîtres, c'est-à-dire Ibn Arabi, XIIIe siècle, mort à Damas. L'émir Abdelkader a fini son existence à Damas aussi. Ils ont reposé côte à côte pendant un certain temps jusqu'à ce que le gouvernement algérien demande le rapatriement de la dépouille de l'émir en Algérie. Et on a pu dire de l'émir que c'était un prince parmi les saints et un saint parmi les princes. Alors je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas faire la conférence à la place du conférencier. Donc je laisse la parole à Slimane. Merci, bonsoir à tous. Merci à l'association Falsafa qui m'a invité, qui m'a permis d'être parmi vous ce soir pour aborder un thème qui m'est cher et qui doit nous être cher à tous, j'espère, et qui, à l'image de l'événement qui avait eu lieu à l'UNESCO et qui donc avait pour but d'aborder les défis contemporains, nous sommes actuellement dans une période de défis. Une période de défis plus particulière qui voit notamment confronter un esprit plus occidental à un esprit islamique, qui sont qui fut la confrontation à laquelle s'est trouvé mêlé l'émir à son époque. Donc, je referai très très rapidement quelques données sur l'émir pour essayer de donner une idée du parcours, une idée surtout de la situation dans laquelle il va devoir se dépatouiller, et j'utilise le mot consciemment, de se dépatouiller pour affronter une force coloniale qui est organisée et avec une force militaire supérieure à la sienne. Et dès les débuts, puisque l'émir qui naît en 1807, il grandit dans le cadre d'une zaouïa soufie, Qadiriya plus précisément, dont le père est Moqaddam et a une aura régionale et est très respecté. Et quand, par exemple, aux 20 ans de l'émir, de mémoire en 27, quand ils partent pour le pèlerinage, ils partent à plusieurs milliers de personnes. Donc le père a déjà une aura extraordinaire. Et à cette époque-là, comme il n'y a pas de frontières, c'est le sultan du Maroc qui a un pouvoir politique, alors qu'au sein des Zaouïas, on va beaucoup plus parler d'une autorité spirituelle et d'un rayonnement spirituel. Donc je donne tout un tas de petites données, je passe rapidement, parce que la vie de l'émir est tellement riche qu'on pourrait, grosso modo, faire un livre sur chacune de ses facettes, chacune des figures qu'il a incarnées au fil des événements.
et des fonctions qu'il a remplies. Certaines qui se sont imposées à lui, et certaines qu'il a assumées de sa propre volonté, sans que ce soit imposé. Donc ils partent au pèlerinage, il y a déjà beaucoup de monde, il y a une aura extraordinaire, il va vivre de nombreux événements, et ça se situe de mémoire en 1827. Et peu après, quand ils reviennent, puisque le pèlerinage étant à la Mecque, partir de l'Occident algérien de l'époque, puisqu'il est à l'ouest de l'Algérie, dans la région de Mascara, ça représente des milliers de kilomètres qui sont faits à pied, à dos de cheval, et puis à milliers de personnes. Imaginez, on emmenait les troupeaux, on emmenait tout. Hein. Ça va durer des mois. Il revient quelques temps après colonisation, entrée de la France en Algérie. Un phénomène assez nouveau qui se produit, bien que la présence espagnole, la présence turque se soit succédée. Là, on a une rencontre qui est différente, puisque on est avec une nation occidentale qui bénéficie de la dernière technologie de cette révolution industrielle, et qui donc va arriver avec un armement complètement inconnu pour l'époque et va complètement bouleverser la donne. Donc, à ce moment-là, dans l'ouest où vit l'émir, les chefs de tribus se réunissent pour essayer de prendre conscience du problème de la colonisation, pour essayer de nommer un chef, un représentant au moins, qui va essayer de coordonner les tribus qui dès le début vont s'engager, ce qui sera loin d'être le cas de toutes les tribus. Et alors que tout le monde plébiscite son père, Muhyiddin, c'est en fait l'émir qui va être élu, puisque son père, Muhyiddin, va se retirer, accepter la nomination, mais en disant que il n'est plus trop dans les dispositions, et que l'idéal serait en fait que ce soit son fils qui soit nommé, puisqu'il a été formé pour également, bien qu'il n'ait à cette époque-là que 24 ans et qu'il soit encore bien jeune. Bon, les choses se font comme telles, c'est bien l'émir qui va devenir le porte-étendard de la résistance, et qui va d'abord commencer à s'organiser en interne, puisque là, très rapidement, il va prendre conscience d'une chose. Et là, les points que je donne, en fait, vont être des éléments qui vont nous aider à réfléchir ensemble, puisque cette intervention, je la veux interactive, et je ne la veux pas simplement à mon niveau. Je veux qu'on la partage ensemble, donc je vais poser des questions, j'attendrai des réponses aussi de votre part. Et dans la deuxième partie, par contre, j'accueillerai vos questions et je tenterai d'y répondre, ou on y répondra ensemble. Donc il va tenter d'organiser la résistance, et là va se trouver le premier de ses problèmes, c'est qu'il va être confronté à un état de fait qui est une organisation clanique, en clans et en tribus. Il n'y a pas de pouvoir central, il n'y a pas d'organisation dirigeante, il n'y a même pas de fédération, il y a des tribus et des clans qui collaborent, qui s'aiment ou qui s'aiment un peu moins, qui s'évitent ou qui au contraire s'apprécient beaucoup, etc., etc. Donc il va très rapidement rencontrer des tribus qui vont s'associer à son projet de résistance, comme il va y en avoir qui vont s'y refuser. Plusieurs vont s'y refuser, et je prendrai un exemple typique qui a été celui des Ouled Sidi Chir, qui au début a refusé de s'allier à la résistance, qui y viendra après, mais pour d'autres raisons que j'évoquerai. Ce sera un cas typique que je prendrai comme exemple. Et ce, pour rester dans le cadre du temps qui nous est imparti, parce que si on voulait vraiment parler de l'émir, demain on y est encore. C'est une vie tellement riche, c'est un homme tellement exceptionnel, si exceptionnel, qu'il serait difficile, si on voulait être exhaustif, de faire ça même en 24 heures, ça ne suffirait pas. Donc il va commencer par essayer d'unifier les tribus. Les oppositions, etc., la Tijaniya par exemple, puisqu'il y a les tribus, mais il y a aussi, au-delà de la tribu, il y a une autre organisation qui tient à un rattachement spirituel, qui est celui de la dépendance d'une Zawiya, ou d'une filiation spirituelle. Il y avait les Talqawa, il y avait les Tijani, il y avait les Rahmani, etc.,
qui étaient différentes filiations spirituelles, qui avaient ou n'avaient pas d'affinité, et qui pouvaient s'allier les unes aux autres, ou ne pas s'allier. Et ce qui fut le cas pour certaines. Certaines se sont engagées dans la résistance, mais de manière autonome, et n'ont pas voulu s'allier à d'autres tribus, ce qui fut le cas des Darkawa dès le début. D'autres vont s'engager dans la résistance et entrer dans une coalition. D'autres ne vont pas s'engager dans la résistance, vont au contraire essayer de rester neutres. D'autres encore ne vont pas s'engager, mais vont pactiser avec le nouveau pouvoir en place, la France coloniale, pour préserver certains avantages, propriété terrienne, titres, influence, etc. Donc, très vite, l'émir s'aperçoit également d'une autre chose, c'est que la centralisation de la résistance, elle ne se fait pas simplement dans l'objectif d'une résistance, elle doit se faire à différents autres niveaux qui vont réclamer d'harmoniser certaines choses, notamment comme les impôts. Puisque certaines tribus, pour accepter cette coalition, lui ont fait comprendre que leurs conditions de vie étaient différentes, que leur système d'imposition était différent, que, etc., etc. Grosso modo, il se retrouve un petit peu comme on se retrouve avec la construction de l'Europe, avec je ne sais combien de pays qui ont des systèmes judiciaires, des systèmes, un code pénal, un code fiscal, etc., qui sont différents. Il faut réussir à harmoniser. Donc là, lui, vu les événements, va se trouver dans une situation où il va devoir faire très très vite. Donc des fois, ça va se passer même par la force. Ensuite, s'engage le conflit. Il va y avoir environ une quinzaine d'années de résistance qui vont connaître des hauts et des bas et qui vont se terminer par une reddition en 1847 alors que l'émir a 40 ans. Et cette reddition, elle va être due avant tout à des défections et des trahisons. Et il va notamment être lâché par le sultan du Maroc de l'époque, qui a une aura et un pouvoir ample, fort, répandu sur tout le territoire quasiment. Et donc, se voyant quasiment délaissé de tous les côtés, il va renoncer, constatant par là que notamment les raisons de ces trahisons sont des intérêts personnels. C'est-à-dire que ce qui se faisait et ce qui s'est fait, grosso modo, tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on achetait les gens. C'est ce qui s'est fait pendant les croisades, c'est ce qui s'est fait à l'époque même des Romains. J'en parlais avec un ami tout à l'heure avec lequel je suis venu, dans les Gaulois, les Romains, etc. C'est vieux comme le monde, c'est qu'on vous corrompt, on vous achète, on vous promet la paix, on vous promet de garder votre autorité, on vous permet d'étendre vos propriétés, etc., etc. On vous exempt d'impôts, etc., etc. Or, le cas des Ouled Sédichir a été un cas très particulier, et donc je vais en parler rapidement. C'est que ce fut une tribu qui ne s'allia pas et qui n'entra pas dans la coalition que construisit l'émir, tout simplement parce qu'elle avait eu des promesses coloniales de conserver ses propriétés, ses titres, ses avantages. Donc là encore, on se désolidarise pour un intérêt personnel. Et en fait, ça a été le cas de très nombreuses tribus qui, des fois, au début, s'alliaient, puis ensuite se retournaient contre lui. Et ces Ouled Sédichir, quelques 18 ans après la reddition, vont entrer, il va y avoir une insurrection, l'insurrection des Ouled Sédichir, qui fut célèbre. Il y en a eu plein d'autres. Après, j'en reviendrai sur une autre qui est plus ou moins le cœur du thème de ce soir, et qui va nous permettre de rebondir sur l'actualité. Les Ouled Sédichir se révoltent à peu près 18 ans après. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils commencent à les mettre à mal. Et quand le chef de tribu meurt du titre qu'il avait de califat, on va le redescendre à Bachara, puis ensuite, quand lui meurt son fils, à Hara, etc. C'est-à-dire qu'on les dégrade progressivement. Et ça, c'était une technique qu'utilisait le pouvoir colonial de l'époque, c'est qu'on se servait des tribus, des clans, des gouvernorats, etc.,
Et quand on n'avait pas une utilité directe ou un besoin d'eux directement, pour que leur autorité ne soit pas assise trop fortement, on décapitait le haut de ces tribus. Soit juridiquement, soit pénalement, soit par la mort. Il y avait des condamnations à mort pour un oui, pour un non, etc. On décapitait. Et on laissait plus ou moins leur territoire livré aux prédations des tribus vengeresses qui avaient été spoliées par eux, justement. Et donc là, ce fut un cas très particulier. C'est le cas donc des Ouled Sélichir. Alors, je fais un saut dans le temps et je reviendrai après en 1871 à la fameuse insurrection du Cheikh al-Muqarrani, l'insurrection kabyle qui a été également suivie par le Cheikh al-Haddad qui était de Soudour dans la région de Béjaïa. J'y reviens juste après, mais je continue quand même avant pour donner un panorama assez complet de la figure de l'émir, de façon à mieux comprendre sur ce qui a pu se passer à partir de cette époque de l'insurrection de 1871 et par la suite. Quand il y a la reddition, donc en très très bref, tout le monde connaît à peu près l'histoire, l'émir et Sasmala sont faits prisonniers, des belles promesses leur sont faites qui ne seront pas tenues, on les emmène en France, ils vont aller à Toulon, à Pau, etc. Ils vont atterrir à Amboise, où ils vont passer plusieurs années dans le château d'Amboise, où une partie de la Smala d'ailleurs va mourir à ces différents endroits et sont enterrés dans ces lieux. Et au final, on va finir par tenir la promesse que la France lui avait faite, qui était de l'exiler en Orient, en échange de quoi lui-même s'engageait à ne plus revenir en Algérie et à ne plus reprendre le combat contre la France. Donc là, l'émir va entrer en contact avec l'Occident et va entrer en contact avec notamment la France. Et beaucoup de choses vont changer pour lui, puisqu'en fait, il les connaissait comme ennemis sur le terrain, mais il ne les connaissait pas comme civilisation, comme peuple, comme organisation, comme histoire, comme etc. Alors, très rapidement, je donne une anecdote qui va situer un petit peu les deux peuples. Quand, en 1830, la France rentre en Algérie, l'émir, très rapidement, même pas un an après, est mis à la tête de la résistance, comme on l'a vu. Et pour savoir à qui il a affaire, il va demander à un de ses lieutenants, un de ses proches, quelqu'un d'expérimenté. Il va lui demander de se rendre en France, puisqu'il y avait déjà des échanges à cette époque-là, et il y avait des voyages qui se faisaient. Donc, cet homme-là va se rendre en France. Y rester un certain temps, et revenir. Et l'émir lui demande un constat de son voyage. Et à titre de constat, la personne va lui, en une phrase très brève, va lui décrire la différence des deux peuples et il va lui dire « Leur société est organisée comme notre religion et leur religion est organisée comme notre social. » Or, le social dans les pays arabes, c'est une catastrophe. Par contre, au point de vue religieux, il y a une organisation, il y a une rigueur, ils sont même pointilleux jusqu'au détail sur l'organisation de toutes choses. Et en fait, il a trouvé exactement l'inverse en France, en disant que leur domaine religieux est complètement désordonné, alors que leur domaine social est très très bien organisé. Et effectivement, ce qui est apparu très rapidement à l'émir, c'est que quand la France arrive, elle arrive en tant que nation fédérée, organisée, centralisée. C'est-à-dire que les tribus que vont être les Bretons, les Alsaciens, les Picards, les Basques, les Catalans, etc., c'est-à-dire les différentes composantes de la France, eh bien, elles sont régies par une même loi, elles parlent une même langue, elles ont un seul code d'impôt, elles sont toutes sous le même uniforme, elles répondent à un ordre qui est centralisé au plus haut degré de l'État. Donc, ils voient une société qui a su, et ça, c'est le maître mot qui va accompagner l'émir tout au long de sa vie, qui a su s'unir. Et sachant que l'union fait la force, en arabe il y a exactement le même proverbe, l'émir comprend que finalement, au-delà de la croyance qui peut être différente, voire de l'incroyance, puisque je rappelle que là on est quand même au 19e siècle, et le 19e siècle en France, c'est l'émergence publique de l'athéisme. On est dans la post-révolution, et donc on s'autorise à émettre publiquement beaucoup de choses qui étaient encore cachées jusque-là. Et donc, c'est l'arrivée de l'athéisme
en force même, je dirais, sur le champ national. Donc l'émir est un peu confronté à tout ça, et des fois, il y a beaucoup de choses qui vont désarçonner. Le fait, par exemple, que des non-croyants arrivent à s'organiser, arrivent à s'unir, arrivent à mener des projets, arrivent, etc., quelque part, ça lui échappe un peu. Et il va remettre certaines choses en place au niveau de ses jugements. Il va être approché par les différents dignitaires français de l'époque. Il y en a avec lesquels il va très vite sympathiser, il y en a avec d'autres beaucoup moins. Il aura, par exemple, pour l'impératrice Eugénie, une sympathie extraordinaire, il la considérera quasiment comme une sainte. Et au final, il va s'apercevoir que finalement, la France, c'est un pays noble, c'est un pays plein de vertus, mais quelque part un peu schizophrène. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment une France de lumière, une France portée par des valeurs universelles, portée par des gens qui, à la tête du combat, vont essayer de mondialiser les droits de l'homme, vont essayer de mondialiser, etc. Alors que lui-même, l'émir, le terme droit de l'homme, huquq al-insaniya en arabe, c'est partie intégrante de son œuvre. Il refusait de manger mieux que ses prisonniers. Il refusait de dormir mieux que ses prisonniers. Quand des actes horribles étaient commis contre les prisonniers, il destituait les acteurs, les auteurs de ces actes, voire il les châtiait. Il avait vraiment une conscience du droit universel de l'homme, et quelque part, il a été complètement désarçonné par cette espèce de double identité de la France qui était d'un côté capable de porter les plus hautes valeurs universelles, et avec une conscience rarement égalée selon ses mots, et de l'autre côté, être capable de mettre en place une colonisation qui s'est développée dans une sauvagerie parfois inqualifiable. Alors qu'une collaboration, comme elle avait été faite dans la deuxième époque de la présence française en Égypte, une collaboration d'ordre beaucoup plus technique, professionnel et intellectuel s'était ouverte, et là, l'émir et nombre de ses proches n'étaient absolument pas fermés à ce genre de collaboration. Alors, c'est difficile parce qu'il y a tellement d'éléments qui font partie de ces moments-là pour justement avoir une vision globale des choses, que je vais devoir quand même passer certains événements que j'essaierai peut-être de rattraper au cours des questions qu'on aura pour clarifier. Mais on va en arriver justement donc à un ou deux événements où l'émir est mis au centre de certaines choses pour ensuite revenir à ce fameux 1871. Donc, en 1856, par exemple, est créée la Compagnie universelle du canal de Suez. Et dès le début, se passant donc en Égypte pour relier la mer Rouge à la Méditerranée et de manière à pouvoir gagner et ne plus obliger les bateaux à faire tout le tour de l'Afrique. Enfin, vous connaissez un petit peu, hein, Ferdinand de Lesseps, etc., construction du canal de Suez. Et rien que pour obtenir les autorisations de bâtir ce canal, ça va prendre des années, des années, des années. Et Ferdinand de Lesseps va notamment aller jusqu'à Damas pour recourir à l'influence de l'émir, sachant que parmi le peuple musulman, et donc son aura s'étendant jusqu'à l'Égypte, l'influence de l'émir pour obtenir les autorisations ne serait pas une chose dont il serait intelligent de se priver. Donc l'émir, dès le début, va prendre part et dire qu'effectivement c'est un projet extraordinaire, et il va y aller de ses propres deniers, puisqu'il a une pension de la part de l'État français assez importante, parce qu'il a avec lui toute une smala. Quand il part pas tout seul, l'émir, il part avec ce qu'on a appelé la smala, qui concerne, c'est toute une organisation sociale, la smala, dont je n'aurai pas le temps de parler ce soir, mais qui concerne des milliers de personnes autour de lui. Et c'est ces fameuses milliers de personnes sur lesquelles il va s'appuyer à Damas lors du fameux événement très connu aussi, où les Kurdes, les Druzes plutôt de mémoire, vont essayer de massacrer la population chrétienne locale. Et l'émir va s'y opposer. Alors quand on dit que l'émir s'y oppose, il est évidemment pas tout seul. Ils sont quasiment 10 000 en armes, les Algériens qui l'ont suivi là-bas à Damas et qui se sont installés avec lui. Donc c'est plus ou moins un État dans l'État, l'émir. D'ailleurs, la France, à un moment donné, Napoléon III va lui suggérer de devenir le dirigeant de toute cette province. Il va refuser,
puisqu'il a tiré un trait sur tout ce qui est d'ordre politique, militaire, etc. Il ne veut plus en entendre parler. D'ailleurs, un peu plus tard, à Damas, c'est vraiment sa dimension intellectuelle et spirituelle qui va prendre le dessus. Et il va renoncer même au titre d'émir. Il ne veut plus qu'on l'appelle émir. Il ne signera plus ses lettres émir, etc. Il signera Abdelkader. Donc il va participer à la construction du canal de Suez. Il revient en France. Il y a deux expositions universelles qui se tiennent à Paris. Et là, l'émir va y découvrir des progrès technologiques devant lesquels il reconnaît son étonnement. Il qualifie ça de merveilleux. Pardon. Notamment une découverte qu'il va connaître à Paris, l'appareil photo, et dont il va développer le symbolisme dans le Mawqif, dans la halte 248 de son œuvre majeure, les Mawqif, puisque l'émir a plusieurs œuvres. La principale s'appelle El Mawqif, c'est-à-dire les haltes spirituelles, qui est constituée d'entretien de l'émir avec ses proches, son entourage, ses compagnons, je dirais pas trop ses disciples parce qu'il n'en a pas vraiment voulu, mais avec les gens qui partagent son quotidien à Damas, où il fait, notamment dans la mosquée des Omeyyades, où il fait régulièrement des interventions, où il forme des cercles. Et au fur et à mesure des questions qui lui sont posées et des réponses qu'il va donner, autour de lui, des gens vont consigner son enseignement, qu'ils vont réunir dans un livre, même qui est en plusieurs tomes, tellement il est volumineux, qu'on a appelé les haltes spirituelles, donc El Mawqif. Et au 248, il décrit sa découverte de l'appareil photo lors de l'exposition universelle. Et il en est enchanté et il voit là un outil qui permet de fixer ce qu'il appelle les états multiples de l'être, c'est-à-dire de nous fixer en prenant quelque chose qui appartient au passé et qui permet de l'avoir au présent. Donc quelque part d'aller au-delà du temps. Donc on voit que tout ce qui va toucher à la technologie en tant que progrès pour l'humanité, l'émir l'accueillera favorablement. Alors les éléments que j'ai donnés sont là pour essayer de nous aider à répondre sur le comportement de ce qui est une des grandes énigmes de la vie de l'émir, qui est l'insurrection de 1871. En 1870, donc là je fais un petit retour, vous vous souvenez que l'Allemagne, Bismarck, rentre en France. Et qui prennent justement à cette époque-là l'Alsace et la Lorraine. Donc la France à ce moment-là n'est pas dans une très très bonne situation. Et là je fais tout de suite une petite parenthèse. Il y a plusieurs versions sur la vie de l'émir et plusieurs interprétations sur ses comportements. Et notamment toutes les interprétations, je dirais, algériennes et les interprétations françaises, ou du moins vues selon un autre prisme que celui de l'Algérie, qui ont pu être faites par des intellectuels maghrébins, par exemple, mais résidant en France. Et là, je pense, par exemple, à Ahmed Bouyerden, qui est le meilleur connaissant de la vie de l'émir, qui a écrit un premier livre et qui va en sortir un là en janvier. Donc je répète le nom, Ahmed Bouyerden, qui vraiment a fait un travail très fouillé sur les questions concernant l'émir, et qui a donné une version qui est la sienne aussi. Alors moi j'ai une version, enfin du moins j'ai une interprétation et une compréhension des textes. Maintenant ce que je voudrais c'est qu'on la partage ensemble. Donc je vous livre l'énigme et on va la partager, on va essayer de la développer ensemble. Et vous verrez qu'elle va nous conduire à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps ici chez nous, et qui peut peut-être nous donner des clés pour passer ce genre de difficultés. En 1870, donc l'Allemagne, Bismarck, etc., Bismarck va contacter l'émir en l'encourageant à reprendre la lutte armée et en lui disant « Écoute, moi tu sais, là, je suis rentré en France, ils sont très mal, ils sont au plus mal. Moi je les occupe sur un front où ils ne s'en sortent pas. À mon sens, c'est maintenant que tu devrais retourner en Algérie, reprendre les armes et essayer de trouver ton indépendance. » Alors pour l'instant, je vais dire, ça ne se fait pas. La chose ne se fera pas, du moins de la part de l'émir. J'aurais moi tendance à dire, il ne le veut pas, et je vais m'expliquer, mais on verra ça après. Ça ne se fait pas.
Donc, par contre, en Algérie, il va y avoir deux personnages centraux qui vont être aidés d'un des fils de l'émir, Mouhyiddin, qui s'appelait donc comme son grand-père. Il y a eu le Cheikh al-Muqrani et il y a eu le Cheikh al-Haddad en Kabylie, qui tous deux ont fomenté une insurrection. Alors, pourquoi cette insurrection? Parce que le Cheikh al-Muqrani, le premier, lui a une fonction sociale. Il a un rang, il est Bachara, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il a une très haute fonction. C'est un grand propriétaire terrien. C'est un des hommes les plus riches d'Algérie, etc. Il a de très bons rapports. Il est même considéré comme collabo. C'est-à-dire qu'il a de très très bons rapports avec les pouvoirs coloniaux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout d'un coup, un petit peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure, dans la suite logique de la manière de faire, pour décapiter les tribus, qu'est-ce qu'on fait? Le Cheikh al-Muqrani, on va le dégrader, on va le spolier, on va l'humilier, on va, etc., etc. Et ça va continuer jusqu'au moment où il va décider que ça ne peut plus durer et qu'il faut maintenant prendre les armes. Donc la conjoncture s'y prête, puisque lui, selon son interprétation, la France étant affaiblie de l'autre côté, c'est vraiment l'occasion. À ça, il va être accompagné par le cri de résistance que va lancer le Cheikh el-Haddad, qui lui n'est pas du tout une autorité sociale, mais une autorité spirituelle, puisqu'il est le guide, du moins pour cette région-là, de la Rahmaniya, qui est la plus grande en nombre, qui est la plus grande zaouïa en Algérie à cette époque-là. Et donc, il a nécessairement une aura assez grande, et quand il va lancer son appel à la résistance, cet appel va être suivi d'un coup par plusieurs milliers de personnes. Donc, entre l'un et l'autre, deux personnes qui ont une aura importante vont lancer cet appel et on va avoir la réception de cet appel par des milliers de personnes. On a là donc une résistance qui se forme, qu'on va appeler l'insurrection de 1871. À ça va s'allier le fils de l'émir, Mouhyiddin, qui va partir jusqu'en Tunisie, où lui sont promis des armées, avec lesquelles il va rallier le lieu d'insurrection par le sud. Mais déjà, dans le sud tunisien, ça capote tout de suite. Le projet est éventé et le fils de l'émir est arrêté. Donc, le Muqrani et le Haddad se retrouvent tout seuls, ils montent l'insurrection, qui tourne très très vite. Ils sont battus, même massacrés assez rapidement. Et notamment du côté du Cheikh al-Haddad, où ils sont faits prisonniers. Lui, le Cheikh al-Haddad est fait prisonnier en Algérie, à Constantine. Et par contre, ses enfants, et parce qu'il est déjà âgé, donc les vrais organisateurs de la résistance sont ses enfants, ces enfants vont être faits prisonniers. Et si vous vous souvenez, en France se passent d'autres événements où il va y avoir des exilés, et ces enfants vont être sur les mêmes bateaux exilés, ils vont se retrouver en Australie et ensuite en Nouvelle-Zélande. Et jusqu'aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, se trouve présent la descendance donc de ce cheikh algérien. Alors, maintenant je vous fais rapidement les deux versions. La version algérienne dit, si, l'émir était favorable, il a fait son possible, seulement il avait une promesse, il voulait la tenir, donc il ne pouvait pas vraiment s'engager. Cependant, il a encouragé son fils, mais vu que son fils s'est fait arrêter, les choses ont tourné vite, etc. etc. Bon, je vous dis tout de suite, j'y adhère pas spécialement. Je préfère la deuxième version qui dit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre cette période-là et l'époque de la reddition de l'émir, s'est passé presque 25 ans, 24 ans. Et entre-temps, l'émir a connu la captivité, a connu la France, a connu les plus hautes sphères françaises, a voyagé en France, a été reçu dans divers milieux français, dont la maçonnerie. Et là aussi, c'est toute une histoire avec ceux qui sont pour et qui disent oui, c'est vrai, et d'autres qui disent non, non, c'est de la fabulation, etc. L'émir se trouve là face à une situation avec tous les événements qu'il a connus et tout ce qu'il a vécu en France. Là maintenant, avant de vous livrer ma version, ou du moins moi, la manière dont je le lis, j'aurais aimé savoir si parmi vous il y en a qui ont une idée de pourquoi l'émir ne s'est pas allié à cette insurrection et l'aurait même déconseillé fortement. Il refuse les propositions de Bismarck.
Et il refuse les invitations que les Algériens qui vont se soulever lui proposent. À votre avis, pourquoi? Je pense que il pensait que l'Algérie était mal organisée et donc ça allait capoter. Il y avait pas l'organisation politique que vous avez dit, puisque la colonisation, le but de la colonisation, c'était justement de diviser les Algériens entre eux, et donc il avait très conscience de ça, je suppose. Effectivement, je le pense aussi dans le sens où l'émir, parmi les raisons qu'il va évoquer quand il déconseille à son propre fils et aux autres tenants de l'insurrection, c'est qu'en face d'eux, il leur dit « mais prenez conscience de qui vous avez en face de vous. Il y a un décret divin qui est venu, Dieu leur a mis la puissance entre les mains, vous ne pourrez pas le vaincre. » Lui s'étant confronté justement à ce moment-là, il sait quelle est la force de feu et il sait très bien que quelle que soit l'organisation, ils n'y arriveront pas. Donc moi je pense effectivement que c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Est-ce que quelqu'un d'autre, monsieur? Je pense que le fait qu'elle a été initiée à Paris en franc-maçonnerie, et Dieu sait que dans l'obédience de l'époque, il y avait, c'était pas n'importe qui siégeait dans les loges, donc ils lui doivent fraternité et sécurité. Ils lui ont conseillé fortement de ne pas justement se faire massacrer. Ils lui ont épargné en quelque sorte, lui et toute sa tribu, de ne pas le faire. Ils ne pourraient pas faire quoi, et eux vont être mal. D'accord, donc là on rejoint l'avis de monsieur, qui est que la situation des Algériens à cette époque-là fait qu'ils ne pourraient pas contrer la puissance de feu française. D'accord, moi je vois encore deux autres raisons qui pour moi, je suis quasiment sûr que ça fait partie des raisons de l'émir. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un autre avis? Pourquoi l'émir, à ce moment-là, refuse? Bon, s'il n'y a personne, je vous donne ma version et j'attendrai votre retour, monsieur. Déjà, il faut resituer en 1870. Enfin, 2 secondes, on va donner un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Il me semble que la population algérienne à l'époque n'était pas très organisée. De plus, en 1866, il y avait une grande épidémie où les autorités françaises ont laissé les gens mourir sans les soigner d'aucune manière. Voilà. Et d'autre part, il me semble que Ahmed Fradel s'était engagé. Il y a un engagement, certes. Il s'était engagé, il avait écrit, il avait cité. Tout à fait. Et c'était un homme de parole. Et il avait côtoyé pas seulement Napoléon III, mais il avait, comme vous l'avez dit, rencontré les plus hautes autorités, mais aussi des gens de la société civile, comme on dit. Et d'une certaine manière, il a vu aussi l'organisation de l'administration et de l'armée française qui faisait que la population algérienne n'aurait eu aucune chance. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aurait eu beaucoup de gens morts, qui ont été tués. Donc vous rejoignez l'avis des deux... Ce qui a été dit. D'accord, très bien. La situation qui avait à ce moment-là. Y a-t-il une autre opinion, un autre avis, un autre motif qui vous semblerait logique et même évident? À gauche, là-bas, on a quelqu'un qui lève la main. Parce que Louis-Philippe Ier n'avait pas tenu sa parole. Oui. D'accord. Et encore, tu veux me dire encore autre chose? Parce que la parole n'a pas été tenue compte tenu de le temps d'emprisonnement en France. Mais là, on est à une autre période. Là, ça intervient beaucoup plus tard. La captivité est terminée à cette époque-là. Donc, je vais vous livrer, moi, une première réflexion. C'est que l'émir a été confronté tout le temps de sa résistance aux différentes tribus avec lesquelles il a essayé de collaborer, avec lesquelles il a essayé de se coaliser pour résister. Or, on a vu tout à l'heure que, par exemple, dans le cas des Ouled Sédichir, là j'ai cité 2 cas, hein, je vais les rappeler, mais il y en a eu des dizaines. Dans le cas des Ouled Sédichir, par exemple, qui ont livré ensuite une résistance avec des grands héros.
mais c'est le pourquoi, l'intention de la révolte qui ne collait pas. C'est-à-dire que, puisqu'on touche à mes intérêts personnels, je me révolte. C'est pas du tout la vision de l'émir. L'insurrection Kabyle 1871. Une des raisons, à mon avis, pourquoi il n'y collabore pas et qu'il, même plus, il va la déconseiller, c'est encore une fois parce que le Cheikh al-Muqarrani, il est touché dans ses propres deniers, dans ses titres, dans sa personne. Donc, grosso modo, tu fais l'insurrection pourquoi? Pour tes intérêts. Si on ne t'avait pas touché, tu aurais continué à collaborer. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, pour moi, ça, chez l'émir, est quelque chose, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand la reddition qui a lieu en 1947, c'est toute une suite de trahisons qu'il a connues des siens. Et en dernier lieu, du sultan du Maroc, qui l'a complètement lâché. La France a plus ou moins fait du chantage sur le sultan du Maroc, mais le sultan du Maroc s'y est plié, et il l'a, comment ça s'appelle, désigné comme persona non grata, et il y avait même une chasse ouverte contre l'émir. Et là, l'émir s'est dit, dans une situation comme ça, si j'ai deux ennemis et que je suis pris en étau des deux côtés, il n'y a plus rien à faire. Et puis de surcroît, continuer à se battre pour des gens comme ça, c'est pas la peine. Reddition. Donc quand on l'appelle en 71, moi il me semble tout à fait logique qu'à nouveau ils refusent et qu'ils disent non, le jour où moi je vous ai fait appel, vous m'avez tous tourné le dos. Quand moi j'ai combattu, vous m'avez trahi. Et aujourd'hui vous voudriez que moi je vienne m'associer avec vous alors que j'ai donné une parole de l'autre côté? Mais il y a un autre événement, donc ça c'est une des raisons, mais à mon avis il y a un autre événement qui se passe et qui fait que l'émir va refuser cette insurrection. C'est que, comme je le disais, entre le moment de sa reddition, 47, et le moment de l'insurrection, 71, se passe 24 ans. En 24 ans, on envoie. En 24 ans, on fait des rencontres. En 24 ans, l'émir est passé par toutes les situations, c'est-à-dire par la captivité, par l'exil en Turquie, à Brousse, Bursa, et ensuite à Damas. Où la situation est loin d'être toujours rose à Damas aussi. Mais il a côtoyé la France. Et comme je le disais tout à l'heure, il s'est aperçu de quoi? Il s'est aperçu d'un peuple qui certes a des différences au sien, mais qui par rapport au fondement de ce qui est finalement son islam, de ce qui est sa foi, il s'est aperçu que finalement c'est parce que ce peuple-là, consciemment ou pas, avoué ou pas, c'est parce que le peuple français a respecté ces critères-là qu'ils ont été supérieurs. Et c'est pour ça, selon lui aussi, que le décret divin a joué en leur faveur et que la force a été mise entre leurs mains. Je vais vous donner un exemple d'un des aveux de l'émir, par exemple, quand il y a les fameux événements de Damas, où, comme je vous disais tout à l'heure, les Druzes massacraient les chrétiens, et que l'émir a pris tout un quartier de la ville qu'il a encerclé de ses hommes armés, et où il allait chercher tous les chrétiens, et notamment les ambassadeurs de quasiment tous les pays présents sur place, dont les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, etc. Il les a tous accueillis dans le quartier qu'il avait protégé, pour sauver leur vie, jusqu'à ce que les forces étrangères interviennent pour dire, attendez, vous ne tuez pas nos concitoyens comme ça. Donc les forces en présence, un équilibre est rétabli, et même en faveur de l'Occident, les problèmes s'arrêtent, les esprits s'apaisent, etc., etc. Et de là, il va y avoir Monseigneur Pavie, qui était l'ancien évêque d'Alger, qui avait côtoyé à l'époque avec Monseigneur Dupuche, qui avait côtoyé l'émir, va lui envoyer une lettre, en le remerciant et en lui disant, comme beaucoup de gens l'ont fait à cette époque-là, en lui disant, votre acte était héroïque, votre comportement était extraordinaire, etc., etc. Que répond l'émir? Il répond, mais absolument pas, il est normal, chez nous musulmans, de venir en aide à quelqu'un quand il est en danger. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la normalité. Secondo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si aujourd'hui les musulmans sont arrivés à se comporter de cette façon, c'est parce qu'ils ont trahi l'héritage de leur prophète, qui est par excellence la figure de la miséricorde. Donc on voit que là, l'émir a des propos très durs.
il a des propos très durs, il parle de trahison. C'est un moment très difficile. De surcroît, quand on allie à ça qu'il fait le constat qu'en France, il a rencontré des choses qui correspondent au fondement même de sa religion, pour lui, conscience est prise que un décret divin est descendu, que l'Occident allait prendre la main sur les affaires de ce monde, et que l'islam serait partie prenante, notamment en terre de France. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les musulmans sont arrivés en masse en France. Ils sont devenus une composante intégrale de la France, à part entière. Et c'est là que j'en arrive au problème où on est aujourd'hui. C'est que si on avait compris, comme l'a fait l'émir, que l'islam aujourd'hui est une partie intégrante de la France, si à la fin de cette colonisation, justement, l'émir était un visionnaire. Par exemple, pour vous donner une image de la qualité du visionnaire qu'il fut, c'est quand ils vont pour construire le canal de Suez, Lesseps a une vision, je dirais, économique, politique. L'émir a une vision spirituelle. Et il dit à Ferdinand de Lesseps qui voit là un moyen de gagner du temps pour les transports, le commerce, etc. L'émir lui dit, oui, mais c'est surtout une manière d'allier l'Orient à l'Occident et de leur permettre de communiquer réellement. Donc on voit qu'il est visionnaire et qu'il a une vision qui sera celle de la mondialisation, mais spirituelle, et qui permettra aux gens de vivre ensemble sans se déchirer les uns les autres. Donc en fait, l'émir, dès le début, il a cette vision. Et c'est pour ça qu'à mon avis, alors là, après, ça reste une interprétation personnelle qu'on peut ne pas partager, mais pour moi, c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles l'émir va refuser l'insurrection et continuer à vouer sa vie à la justice, mais surtout à l'intellectualité, à rédiger son œuvre, à former des gens, à créer des cercles et à se consacrer finalement à la prière, à la contemplation, et ce jusqu'à sa mort où il sera enterré à côté de Muhyiddin ibn Arabi, qui est considéré comme le plus grand des maîtres, au moins par les soufis. Donc, cette vision, en quoi elle est importante aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à la même difficulté aujourd'hui. Il y a eu de l'évolution. L'évolution, c'est qu'à l'époque de l'émir, le musulman était un étranger. Il n'était pas partie intégrante de la nation française. Il ne résidait pas sur le sol français. Il y a eu des échanges très très tôt. La première arrivée des musulmans en terre française se situe en 714. Quand il y a le passage, donc l'entrée en Espagne, l'Andalous de l'époque, passage des Pyrénées, etc., 714. Il rentre en France, etc. Les premiers contacts vont s'établir. On ne va pas refaire toute l'histoire des rapports France-Islam, mais ces contacts vont durer, vont être bons, moins bons et tout ce qu'on veut, mais il va y avoir une période 1962 avec l'indépendance, et même un petit peu avant, en fait, quand on va faire appel à la suite de 39-45, où la France est en partie détruite, quand on va faire appel à la main-d'œuvre indigène, on va, quelque part, intégrer les musulmans en France, et la génération qui sera la suivante, ce ne seront plus des musulmans maghrébins ou étrangers, ce seront des musulmans français, ce qui est notre cas aujourd'hui, le nôtre, ceux de nos enfants, et qui constituent une partie intégrante. Donc maintenant, comment est-ce que l'on envisage les lendemains, si ce n'est en se mettant autour d'une table, en revoyant l'histoire ensemble de manière dépassionnée, désintéressée, et en se servant de grandes figures comme celle de l'émir, qui a toujours été dans le sens d'une réconciliation. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je vais vous laisser plus la parole et essaierai de répondre aux éventuelles questions. Merci.